Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la 4e session des dialogues virtuels, une série de webinaires conçus pour faire avancer la réflexion sur les progrès et les défis auxquels font face les juridictions nationales dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit. Mon nom est Renaud Galland, je suis le chef adjoint de la section des questions judiciaires du département des opérations de paix des Nations Unies, l'une des co-entités constitutives de l'équipe d'experts des Nations Unies sur l'état de droit et les violences sexuelles liées au conflit, conjointement avec le PNUD, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit. Le thème de la discussion d'aujourd'hui est la lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit en République centrafricaine. Alors, pour poser un peu le contexte dans lequel nous allons débattre, rappelons-nous que l'ensemble des parties au conflit qu'a connu la RCA ont eu recours aux violences sexuelles. Afin d'y répondre le plus efficacement et plus généralement, même afin de répondre aux violations des droits de l'homme commises sur le territoire centrafricain, de toutes les violations des droits de l'homme, les autorités nationales, notamment avec le soutien des Nations Unies, en particulier celui de l'équipe des experts, mais aussi de la MINUSCA, du Haut Commissariat, du PNUD, ont accompli des progrès considérables pour renforcer l'état de droit. Toutefois, malgré des avancées notoires, des défis demeurent dans la réponse judiciaire qui est apportée aux violences sexuelles. En effet, très peu d'affaires ont été jugées à ce jour et l'impunité prévaut largement pour les auteurs de ces crimes, ce qui contribue à renforcer la stigmatisation des victimes, mais aussi à limiter la capacité des autorités à apporter une solution durable au conflit et à briser le cycle de la violence. Notre rencontre d'aujourd'hui permettra donc à des experts et à des praticiens, et à vous tous participants, de réfléchir ensemble aux attentes des victimes de violences sexuelles en République centrafricaine, aux défis et aux opportunités auxquels font face les juridictions nationales en matière de poursuite, mais aussi à l'impact sur la paix et la stabilisation des efforts qui sont déployés par les autorités nationales pour garantir la justice et le rétablissement de l'état de droit. Alors, d'un point de vue pratique, je tiens à vous signaler que lors de la session de questions-réponses qui aura lieu après les interventions des panélistes, nous poserons aux panélistes des questions que vous nous avez envoyées au moment de votre enregistrement au webinaire, ainsi que des questions que vous pouvez poser en direct dans la fonction chat qui est mise à disposition sur Zoom. Alors, nous ferons de notre mieux pour répondre à un maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Vous noterez également que des informations sur les panélistes et sur leurs travaux seront aussi partagées régulièrement avec vous sur le chat. Alors, les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire en avance et qui nous regardent depuis YouTube n'ont malheureusement pas accès à ce forum. Je souhaiterais à présent introduire brièvement les membres de notre panel. Alors, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Mesdames Rosine Bella Eyebe et Anne-Marie Goumba, ainsi que Messieurs Yao Agbetse, Patrick Vinck, Benoît Narcisse Foucault et Monsieur Toussaint Muntazini. Madame Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, nous fera l'honneur de nous rejoindre en deuxième partie de cet événement pour prononcer quelques mots de clôture. Alors, pour lancer notre conversation, je souhaite commencer par donner la parole à Monsieur Yao Agbetse. Yao Agbetse est actuellement l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RCA. Auparavant, pendant plus d'une vingtaine d'années, il a consacré sa carrière à la défense des droits de l'homme en tant qu'avocat, en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Ses travaux l'ont particulièrement amené à se concentrer sur les thèmes de la justice et des droits de l'enfant. Cher Yao, votre dernier rapport souligne très clairement que les violences sexuelles liées au conflit
demeure une préoccupation majeure pour la paix et la sécurité en République centrafricaine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre plus précisément quelle a été l'ampleur et quelles ont été les principales caractéristiques des violences sexuelles liées au conflit, au cours des conflits qui ont affecté le pays ces dernières années? Et pour quelles raisons les différentes parties au conflit, d'après vous, ont-elles eu recours de manière assez spécifique à ce type de violence? Yao, la parole est à vous. Yao, je pense que vous devez brancher votre micro. Merci beaucoup, Monsieur Galland. C'est un privilège et un honneur pour moi de participer à ce dialogue virtuel consacré à la violence sexuelle liée au conflit en République centrafricaine. Je suis donc très honoré de pouvoir participer et je voudrais articuler mon intervention autour de deux axes. D'abord, comme vous avez posé la question par rapport à l'ampleur, donc autour de la magnitude des violences sexuelles liées au conflit en RCA, et ensuite aborder la question du monitoring de la problématique des violences sexuelles à travers mon mandat. Mais permettez-moi de commencer par une définition des violences sexuelles. Les violences sexuelles liées au conflit englobent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, les actes forcés tels que les grossesses, les avortements, les stérilisations, les mariages, ainsi que toute forme de violence de gravité comparable perpétrée contre les filles, contre des garçons, des femmes, des hommes, et ayant un lien direct ou indirect, que ce soit en termes de temps, en termes de contexte géographique, mais aussi en termes de relation de cause à effet avec le conflit. Rien qu'en 2015, on a recensé près de 30 000 cas de personnes ayant survécu à des violences basées sur le genre, notamment des viols, des agressions sexuelles et des cas d'esclavage sexuel. Parmi ces victimes, autour de 28 000 sont des femmes et des filles et plus de 1 800 des hommes et des garçons. Et dans 44% des cas, tenez-vous bien, en cas de viol, il s'agissait de viols collectifs, donc souvent commis devant les membres de la famille. Compte tenu du caractère intime des violences sexuelles et des considérations d'ordre culturel, des crimes systématiquement ont été sous-déclarés et des enquêtes et sous-enquêtées dans les cas où les investigations ont eu lieu. Quelle est donc l'ampleur des viols, de l'esclavage sexuel, du mariage forcé dans le cas des conflits en République centrafricaine? D'abord, le rapport Mapping, qui couvre la période de 2003 à 2015, a révélé notamment que les femmes et les enfants enlevés étaient contraints de se marier à des membres des groupes armés et que les Seleka et les anti-Balaka appelaient les filles et les femmes qui étaient en captivité des épouses. Par ailleurs, le groupe d'experts sur la République centrafricaine créé par le Conseil de sécurité a conclu que des violences sexuelles et sexistes étaient largement répandues dans le pays. En outre, le Forum national de Bangui, qui s'est tenu en 2015, a permis aux acteurs de discuter de l'ampleur du problème et des recommandations concernant la lutte, l'impérieuse lutte contre les violences sexuelles ont été formulées. Par ailleurs, il y a également en 2019 les consultations nationales auxquelles victimes de violences sexuelles et groupes armés ont participé. Et dans les 7 régions où les consultations ont eu lieu, il y a eu la possibilité pour certaines victimes de pouvoir s'exprimer et de demander justice. Là également, l'ampleur et la magnitude des violences sexuelles ont été relevées. Quant à l'accord de paix de 2019, du 6 février 2019, il a reconnu que l'impunité qui s'est installée a entretenu un cycle infernal de violence et a donné lieu à des violences massives des droits de l'homme, dont les violences sexuelles durant le conflit. Lorsqu'on regarde un peu les questions et les recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme cette année, mais également l'examen périodique universel l'année passée, on retrouve énormément de questions, de problématiques concernant les violences sexuelles, ce qui témoigne donc de la magnitude du phénomène. Quelles sont les raisons? Comme vous avez posé la question, M. Galland, quelles sont les raisons? Les violences sexuelles étaient destinées à soumettre et à mépriser, à humilier, à déshumaniser et à détruire la dignité des victimes de manière permanente, car les viols étaient souvent commis en public ou sous les yeux des membres de la famille de la victime. Les victimes sont reléguées au rang d'objets dont on peut user et abuser.
Les violences sexuelles visent également à punir les femmes soupçonnées de faire du commerce avec des membres des groupes ennemis. Elles étaient destinées également à terroriser la population car le viol est utilisé comme mesure de représailles à l'encontre de familles soupçonnées d'être des alliés de l'ennemi ou de donner ou de vendre de la nourriture à l'ennemi. Elles servaient aussi à rançonner et à arnaquer, servaient aussi à se venger dans le cas d'une défaite en agressant sexuellement des populations civiles. Quels sont les auteurs? Les auteurs sont de trois ordres. Il y a d'abord les membres des forces de sécurité et de défense, les FACA. Il y a ensuite les groupes armés et depuis 2003, il y a énormément de groupes armés, des groupuscules qui ne sont pas identifiés, qui ont commis des actes de violence sexuelle. Il y a notamment le mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, les forces loyales au président Patassé qui ont commis des viols collectifs sur plusieurs femmes, que ce soit à Mugumba, à Bossangoa, à Damara, en 2002, entre 2002 et 2003. Il y a les Séléka et les ex-Séléka, il y a les groupes anti-Baraka, il y a l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, l'UFDR, il y a la Convention des patriotes pour la justice et la paix, CPJP, il y a les Aranguina, mais il y a également les groupes armés qui ont signé l'accord de paix du 6 février 2019 que j'ai mentionné plus tôt, les 3R de Sidiki, qui ont commis énormément de violences sexuelles à Niem. Par exemple, en mai 2017, il y a l'UPC d'Ali Darassa, il y a le MPC, il y a le RPRC, mais aussi le FPRC, qui tous ont commis des violations sexuelles sur des populations civiles. La troisième catégorie, c'est les forces internationales de maintien de la paix, les forces onusiennes, internationales non onusiennes, sous mandat du Conseil de sécurité. Il a été documenté que de décembre 2013 à juin 2014, des violences sexuelles ont impliqué des éléments de la MISCA, des forces françaises, des forces de l'Union européenne, donc l'Eurofor RCA, qui a été déployé en vertu des résolutions du Conseil de sécurité. En 2019, malgré la politique de tolérance zéro prônée par le secrétaire général des Nations Unies, on a enregistré 41 allégations d'exploitation et d'abus sexuels, mais également en 2020, 12 allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par des membres de la MINUSCA. Il y a d'autres forces également, des forces non onusiennes telles que l'armée nationale tchadienne, mais également les forces de défense du peuple ougandais, notamment en 2016. Quelles sont les victimes? Les victimes, ce sont, comme je l'avais dit tantôt, ce sont des femmes, ce sont des filles, mais aussi, et cela est moins souligné parfois, ce sont aussi les garçons et des hommes. Leur âge varie en gros entre 5 ans et 60 ans, mais il n'est pas exclu d'avoir des enfants de moins de 5 ans et des personnes de plus de 60 ans qui soient victimes de ces violences sexuelles. La question de l'identification est une question majeure, mais je laisse l'opportunité aux autres panélistes de pouvoir développer cet aspect. Mais les conséquences des violences sexuelles sur les victimes sont énormes. Il y a des conséquences d'ordre médical, psychosocial, matériel et sociétal. Les victimes souffrent de graves traumatismes physiques et psychologiques. La marginalisation, la discrimination, la stigmatisation et l'exclusion persistance en raison du manque de mesures adéquates pour faciliter leur intégration dans leur famille et communauté, le rejet par la communauté et parfois même par leur propre famille, la privation des moyens nécessaires pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux des personnes dont elles ont la charge. Il y a des grossesses forcées, des enfants qui sont nés du viol, sans soutien psychologique ou social. Il y a l'absence de soins de prise en charge, notamment psychologiques, à cause des tabous qui entourent les violences sexuelles. Excusez-moi de vous interrompre, Yao. Est-ce que je peux vous demander de conclure? Les autres panélistes, comme ça, pourront aussi reprendre un certain nombre de vos remarques très pertinentes. Merci. Je voudrais conclure justement, M. Galland, en soulignant que au niveau de mon mandat consiste à informer, à relayer, à mobiliser, à alerter, à collaborer et à faire en sorte que la communauté internationale se mobilise davantage. Par exemple, au niveau du relais, je relève le rapport de la MINUSCA, notamment la Division des droits de l'homme sur les violences sexuelles, les rapports des organisations de la société civile et d'autres organisations des Nations Unies. J'ai relayé par exemple le communiqué conjoint sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit qui a été signé en 2019 entre la représentante spéciale du secrétaire général chargé des questions de violences sexuelles commises en période de conflit avec les autorités centrafricaines. Mon mandat collabore également avec le secrétaire général des Nations Unies, notamment dans l'élaboration de son rapport sur la problématique, et une partie non significative est dédiée justement
à la situation en République centrafricaine. Je mobilise également les autorités nationales, notamment au niveau du processus du DDR, à travers le processus du vetting qui consiste à vérifier les antécédents des membres des parties au conflit, afin que les auteurs et complices des violences sexuelles soient dûment identifiés et mis à la disposition de la justice et ne bénéficient pas de leur reversement, si je peux m'exprimer ainsi, dans les USMS ou des programmes socio-économiques développés. Et pour finir, pour conclure, les recommandations issues de mon rapport, de mes rapports annuels, soulignent la nécessité de lutter contre l'impunité, comme cela a été à maintes reprises exprimé par la population, comme étant un élément essentiel vers une paix durable dans le pays. Et la question de l'accès à la justice est une question fondamentale. Pour nous, c'est essentiel et je crois que d'autres panélistes développeront cet aspect. Je vous remercie, M. Galland. Merci beaucoup, monsieur l'expert indépendant, pour ce portrait très complet de l'ampleur et de la nature des violences sexuelles commises pendant les conflits en République centrafricaine. Je pense que vous nous avez donné un bon aperçu, non seulement de l'ampleur, des auteurs, du cadre dans lequel ces questions ont été débattues, et ce qui trace bien le cadre de l'intervention suivante, qui va notamment nous permettre de mieux comprendre comment les populations perçoivent ces efforts et est-ce que la perception des populations évolue par rapport à cet effort. Alors, à cet égard, je me tourne maintenant vers notre prochain panéliste, Monsieur Patrick Vinck. Il est directeur de recherche auprès du Harvard Humanitarian Initiative, un centre de l'Université de Harvard qui promeut une approche interdisciplinaire pour analyser les crises humanitaires et y apporter des solutions innovantes. Alors, les travaux de recherche actuels portent notamment sur la consolidation de la paix, les conflits, ainsi que les liens entre la cohésion sociale et les violences généralisées. Depuis 2017, Patrick et l'équipe du Harvard Humanitarian Initiative a mené plusieurs études sur les perceptions et attitudes des populations concernant la justice, la paix et la sécurité en République centrafricaine. Ces études sont menées en partenariat avec le PNUD et la MINUSCA également. Vous êtes également, Patrick, le co-auteur d'un article de recherche paru dans le numéro spécial du journal sur la justice pénale internationale, coédité par l'équipe des experts, dans lequel vous avez analysé l'impact sur la consolidation de la paix des efforts déployés par les autorités centrafricaines pour lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Alors, la question sur laquelle nous voudrions vous entendre, pourriez-vous nous indiquer comment les perceptions des populations vis-à-vis de la réponse judiciaire aux violences sexuelles liées au conflit ont évolué au fil des dernières années? Patrick, la parole est à vous. Merci et merci pour l'opportunité à l'équipe du Team of Experts et vous-même pour la possibilité de parler aujourd'hui. Peut-être avant de parler des leçons apprises et un petit peu des résultats principaux, je voulais juste expliquer en fait l'approche qu'on a choisie et qui peut paraître finalement assez évidente parce que la question fondamentale ou la proposition fondamentale, c'est que à notre sens, aucune politique, aucune décision, y compris en matière de justice et d'établissement de systèmes de justice comme la Cour criminelle spéciale, ne devrait être entreprise sans qu'il y ait une sorte de participation des personnes les plus concernées. Il est important qu'au minimum, les personnes soient consultées. Et finalement, c'est un petit peu ça notre proposition, c'est que nous n'avons pas mandat à encourager une participation effective, ce n'est pas notre rôle, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'il y ait des consultations qui soient faites de façon rigoureuse, de façon régulière, qui permettent de comprendre un petit peu quelles sont les attentes de la population, qui permettent de comprendre quelle est l'évolution, quels sont les changements au cours du temps. Et donc, pour faire ces consultations, on a une approche mixte où on fait du travail qualitatif pour essayer de comprendre un petit peu les défis qui se posent. Et puis, on se base sur une série d'enquêtes quantitatives, là, des sondages faits de façon régulière qui nous permettent d'interroger
un segment représentatif de la population adulte centrafricaine pour mieux comprendre encore une fois leurs perceptions et leurs opinions. Et donc au cours des 2-3 dernières années, on a interrogé plus de 30 000 personnes dans une série de sondages qui touchent à la justice, la paix et plus généralement la reconstruction. Et donc on a des sujets assez larges. Je vais évidemment me concentrer aujourd'hui sur certains résultats touchant à la justice, mais encore une fois, le but c'est d'avoir des données fiables qui permettent de comprendre ses attentes, suivre l'évolution d'indicateurs clés. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ouvrir un dialogue, essayer de s'assurer que les données, que cette perception de la population fasse partie de l'équation, fasse partie du processus de décision et informe ces mécanismes. Alors, je me suis concentré sur 3 résultats principaux et je pense, comme monsieur l'expert indépendant ABC l'a dit, l'étendue, l'importance des violences sexuelles n'est pas à discuter. Enfin, c'est un problème clairement établi. Plus d'une personne sur 4 dit connaître quelqu'un victime de ce genre de violence. Mais au-delà, il reste une forte perception que ces plaintes, que ce genre de violence doit être avant tout résolu entre les familles. Que bien que les efforts de justice existent et soient présents, que finalement porter plainte, c'est difficile à cause d'accès, que selon les participants qu'on a interrogés, il y a un manque d'information, qu'il y a une peur de représailles de la part des personnes responsables. Donc il y a un grand nombre de barrières qui restent présentes, qui vont au-delà de l'existence des systèmes judiciaires en tant que tels. Donc ce n'est pas seulement avoir les institutions et s'assurer que ces institutions travaillent sur ce genre de violence, mais aussi adresser la dynamique sociale qui touche à ces aspects des violences sexuelles. D'un point de vue positif, par contre, ce que nos données suggèrent, c'est qu'on voit une progression du nombre de plaintes. Et donc pas forcément en relation avec une augmentation des violences sexuelles. On n'a pas d'évidence que ce genre de violence augmente, mais par contre, on a une évidence que le nombre de plaintes par rapport aux personnes qui ont eu ce genre de violence augmente. Donc ça, c'est le premier résultat qui touche un petit peu à cette perception ou difficulté à engager une approche formelle, disons, de plainte par rapport à ces violences. Le deuxième élément touche finalement un petit peu à ça, c'est-à-dire que les efforts de lutte contre les violences sexuelles sont perçus de façon, je vais dire, très positive. Que ce soit les efforts de l'État, de la police, de la gendarmerie, du système de justice nationale, mais aussi des ONG, de la MINUSCA, je dirais même particulièrement des ONG et du système de justice nationale. Ces efforts sont jugés positivement par plus de 2/3 de la population. On est à 3/4 de la population quand on parle du système de justice nationale. Et c'est important et c'est intéressant parce que ces efforts sont jugés beaucoup plus positivement que les efforts dans d'autres domaines, que les efforts de lutte contre la corruption, que les efforts économiques, les efforts de rétablissement de la paix. Tous ces efforts-là ont des perceptions qui varient, mais parmi tous les éléments qu'on a étudiés, les efforts de lutte contre les violences sexuelles sont jugés le plus positivement. Et c'est important parce que c'est un domaine dans lequel on voit que les efforts du gouvernement existent, qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. Et je vais revenir à cette idée-là, mais ça permet finalement de rétablir une sorte de confiance, une sorte de sentiment que l'État agit dans l'intérêt de la population. Malgré cela, encore une fois, il reste des défis. C'est une perception qui reste largement théorique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au système de justice. Alors, la confiance augmente. Ce n'est pas seulement que la perception des efforts de justice sexuelle soit positive, mais on voit que de façon générale, la confiance dans la justice, la confiance dans le système national, mais aussi dans la Cour pénale spéciale, dans la CPI, même si c'est plus faible, c'est positif. On voit qu'il y a une confiance qui augmente au cours du temps. Évidemment, ça pose aussi un défi, c'est qu'avec cette confiance vient un certain nombre d'attentes. La population a, disons, il va falloir gérer un petit peu ces attentes et s'assurer qu'au final, cette procédure, ces mécanismes mis en place délivrent ce que la population attend. Et donc, en conclusion, c'est un petit peu prendre ces résultats et se rendre compte. Donc, la paix, si on veut penser à la paix, c'est une sorte de rétablissement en partie, c'est rétablir la relation entre l'État et la population. Et
pour rétablir cette relation, eh bien, ça se passe en partie par le fait de livrer des services de façon efficace, de façon non biaisée, de façon légitime. Et ça comprend la justice. Et quand des efforts de justice fonctionnent, sont perçus comme étant efficaces, sont perçus comme étant légitimes, sont perçus comme étant non biaisés, non politisés, eh bien, ça permet de contribuer non seulement spécifiquement à la lutte contre les violences sexuelles dans ce cas-ci, mais plus généralement à la contribution à la paix. Et donc, ces efforts sont essentiels, mais il faut aussi voir qu'ils font partie finalement d'un effort plus large de rétablissement d'une relation entre la population et l'État. Voilà, je vais arrêter ici. Je pense qu'au niveau de la discussion, on pourra peut-être, si c'est utile, aller plus en profondeur dans ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour ce partage d'informations extrêmement intéressant. Je pense que pour beaucoup de praticiens qui suivent pour l'instant le séminaire, c'est assez rare aussi de pouvoir mesurer l'impact des actions qui sont menées. Et ici, vous nous donnez peut-être quelque chose de concret aussi qui montre que l'ensemble des efforts qui sont menés ont une influence. Et je pense que ce que vous avez rappelé en début d'intervention est extrêmement important. L'importance de la participation de la population à l'ensemble de ces mécanismes et toute l'appropriation nationale qui doit aller au-delà des sphères du gouvernement et des plus hautes sphères de l'État et qui souvent manquent dans certaines des interventions, notamment celles qui sont menées par des organisations intergouvernementales comme les Nations Unies. Donc, merci de nous avoir rappelé cet élément. Je me tourne maintenant vers notre prochain panéliste, Madame Rosine Bella-Eyébé, qui est actuellement déployée auprès de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA par l'équipe d'experts des Nations Unies sur l'état de droit et les violences sexuelles liées au conflit. Alors, auparavant, Rosine a travaillé en tant que substitut du procureur auprès des tribunaux camerounais avant de rejoindre le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et ensuite le bureau du procureur de la Cour pénale internationale où elle a notamment traité des cas de crimes de violence sexuelle et basés sur le genre. Alors, chère Rosine, voici la question. Face à l'ampleur des violences liées au conflit commises en République centrafricaine, quelles actions ont été engagées par les autorités centrafricaines afin de tenter de lutter efficacement contre l'impunité des auteurs de ces violences? Rosine, la parole est à vous. Merci, cher Renaud. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de mes fonctions actuelles comme spécialiste technique de l'équipe d'experts des Nations Unies sur l'état de droit et les violences sexuelles liées au conflit, je suis basée au sein de la MINUSCA, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, comme vous l'avez mentionné à Bangui. Et pour mener à bien mes activités, je collabore avec la division des droits de l'homme, surtout la conseillère principale pour la protection des femmes, et avec la composante police de la MINUSCA. Je travaille également avec le PNUD, particulièrement le projet conjoint d'appui à l'état de droit. Mon rôle est d'apporter un appui technique aux autorités nationales centrafricaines en charge des enquêtes et poursuites des crimes de violence sexuelle liés au conflit, conformément à la résolution 1888 de 2009, contenant le mandat de l'équipe d'experts. Dans ce contexte, mon assistance technique concerne au premier chef les officiers de police judiciaire, les procureurs et les juges centrafricains. Pour répondre à votre question, je commencerai par donner un aperçu général de l'organisation de la réponse judiciaire aux crimes de violence sexuelle, avec un accent sur la perspective des victimes, avant de me pencher sur les actions engagées par les autorités nationales sur les plans institutionnels et législatifs pour lutter contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit. Alors, s'agissant de l'organisation de la réponse judiciaire aux crimes de violence sexuelle, il faut savoir que la procédure pénale centrafricaine est d'inspiration romano-germanique. La police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République qui apprécie l'opportunité des poursuites. Quand l'infraction commise est un délit, le procureur de la République peut saisir le tribunal compétent par la procédure de flagrant délit ou par la voie d'une citation directe. Quand l'infraction commise est un crime ou bien quand il s'agit de délits connexes, le procureur de la République doit saisir un juge d'instruction par réquisitoire introductif.
À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. En matière criminelle, les audiences se déroulent devant la cour d'appel, composée de magistrats et de jurés. Et si les parties ne sont pas satisfaites des décisions rendues, elles peuvent user de voies de recours disponibles. Donc, c'est dire que le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun en matière correctionnelle et la cour d'appel est la juridiction de droit commun en matière criminelle. Des juridictions spécialisées, que sont les juridictions pour mineurs et les juridictions militaires, existent également. Elles sont compétentes, respectivement, pour connaître des infractions commises par les mineurs, d'une part, et par les militaires et assimilés, d'autre part. Dans ce système judiciaire, il existe 3 portes d'entrée pour les victimes. La première porte d'entrée est la plainte déposée devant la police judiciaire ou le procureur de la République. La deuxième porte d'entrée est la saisine directe du tribunal, possible uniquement quand l'infraction considérée constitue un délit. Cette saisine se fait par la voie de la citation directe. La troisième porte d'entrée est la saisine du juge d'instruction par l'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile. Il faut noter que la première voie, c'est-à-dire celle du dépôt d'une plainte par la victime, est complètement gratuite, alors que les 2 autres voies entraînent le paiement par la victime de frais relatifs au déclenchement de la procédure pénale. Alors, pour ce qui est des actions entreprises par les autorités nationales pour lutter contre l'impunité des violences sexuelles et au conflit, on peut relever que ces dernières années, plusieurs progrès ont été enregistrés. Le premier que l'on peut citer est la création et l'opérationnalisation de l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, l'UMIR. En effet, en 2012, le chef de l'État centrafricain a signé un communiqué conjoint avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles et au conflit pour le compte des Nations Unies. Et l'un des engagements pris par le chef de l'État était de développer la capacité nationale à mener des enquêtes spécialisées sur les crimes de violences sexuelles liés au conflit. En 2015, l'UMIR a été créée par décret. Cette unité, basée à Bangui, a une compétence nationale. Elle est chargée d'enquêter sur les cas de violences sexuelles, y compris celles liées au conflit, sur les violences basées sur le genre, les violations des droits des enfants, ainsi que les cas de traite des personnes. Elle est devenue opérationnelle en 2017 avec l'appui notamment de l'équipe d'experts grâce au soutien financier du Japon. Depuis son opérationnalisation, l'UMIR a transmis plus de 1000 procès-verbaux aux procureurs compétents. Elle a également reçu des garçons et hommes victimes de violences sexuelles, car les personnes de sexe masculin ne sont pas épargnées par ce type de violence pendant les conflits, malgré le fait qu'il demeure tabou d'en parler au sein des familles et des communautés. Le deuxième progrès que l'on peut mentionner est la mise en place de la Cour pénale spéciale. La Cour pénale spéciale est une juridiction hybride constituée de magistrats nationaux et internationaux, créée en 2015 par une loi organique. Elle est compétente pour juger les crimes internationaux, y compris les violences sexuelles liées au conflit, commis sur le territoire centrafricain depuis 2003, avec primauté sur les autres juridictions nationales. Elle applique un règlement de procédure et de preuves spécifiques. L'équipe d'experts a d'ailleurs contribué à la rédaction de ces textes juridiques fondamentaux. Monsieur le procureur spécial nous donnera assurément davantage d'informations sur cette juridiction tout à l'heure. Le troisième progrès à relever est la création de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, la CVJRR. En effet, en avril 2020, la République centrafricaine s'est dotée d'une commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui est chargée d'enquêter, d'établir la vérité et de situer des responsabilités sur de graves événements nationaux depuis le 29 mars 1959 jusqu'au 31 décembre 2019. Elle n'a pas de pouvoir judiciaire, mais collabore avec la Cour pénale spéciale et les autres juridictions nationales dans la recherche de la justice et de la vérité. Chaque contexte de justice transitionnelle étant particulier, il sera intéressant de voir comment cette collaboration sera mise en place dans le contexte centrafricain. Un autre point à relever parmi les progrès enregistrés est l'adoption d'une loi sur l'aide légale, promulguée le 14 janvier 2020, et cette loi énumère les victimes d'agressions sexuelles parmi les personnes vulnérables et elle constitue un pas considérable en matière d'accès à la justice pour les victimes et survivants de violences sexuelles, y compris celles liées au conflit. Si l'on peut valablement affirmer que ces progrès contribuent indéniablement au renforcement de la réponse judiciaire en matière de violences sexuelles, de lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit,
il demeure loisible de constater que de nombreux défis, tels que l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières, continuent d'entraver le fonctionnement optimal des institutions judiciaires déjà existantes ou de retarder leur opérationnalisation. Mais je laisserai le soin à M. Fukpio et à Mme Goumba de se pencher davantage sur ces défis. Je vous remercie, René. Merci beaucoup, Rosine, pour nous avoir exposé de manière succincte les nombreuses initiatives qui sont prises en matière de lutte contre les violences sexuelles. On voit que la mobilisation des autorités nationales est vraiment importante et que le soutien des partenaires internationaux aussi est important. Et on voit qu'il y a différentes pièces d'une architecture relativement complexe qui doivent fonctionner, où les rouages doivent se mettre en place, et on reviendra sur ces questions de coordination. Vous avez souligné le rôle central des autorités et des juridictions nationales, et donc nous allons maintenant nous tourner vers notre prochain panéliste, M. Benoît Narcisse Fukpio, qui est le premier avocat général près de la Cour d'appel de Bangui, mais qui est également le coordinateur du groupe de travail des points focaux sur les violences sexuelles basées sur le genre du ministère de la Justice centrafricain. Et M. Fukpio a également récemment été nommé comme commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Bangui, établi il y a peu. Et ceci cumulativement avec ses fonctions de premier avocat général. Alors, monsieur l'avocat général, comme nous venons de l'entendre, les autorités nationales ont accompli d'importants efforts pour renforcer les capacités du système judiciaire national, pour répondre aux crimes de violence sexuelle. Toutefois, assez peu de procès criminels sont organisés chaque année par les cours d'appel du pays et finalement, un nombre assez faible d'auteurs de ces crimes ont été traduits en justice jusqu'à présent. Alors, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les juridictions nationales sont confrontées et quelles sont les pistes pour apporter une réponse judiciaire efficace et effective aux victimes des violences sexuelles liées au conflit? Monsieur l'avocat général, la parole est à vous. Ok, je vous remercie, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole dans le cadre de cet échange. Mais pour donner des éléments de réponse à la question que vous avez posée sur la problématique de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit en République centrafricaine, je proposerai des réponses en 3 points. Donc, le premier point porte sur l'insécurité des autorités judiciaires dans les localités occupées par les groupes armés, où l'on pourrait enregistrer des éventuels cas de violences sexuelles liées au conflit. Donc, dans ces villes-là, au nord du pays, donc les villes frontalières avec le Tchad, je citerai entre autres la ville de Batangafo, de Kakabandoro, de Ndélé, de Birao, Bambouti, Zemio à l'est, Mboki. Donc, toutes ces localités sont occupées par des groupes armés. Par exemple, l'armée de résistance du Seigneur de l'Ougandais, Joseph Kony, qui est actif dans une partie de l'est de la République centrafricaine, et le rebelle de nationalité nigérienne ou tchadienne, Ali Daras aussi, qui occupe une bonne partie du pays, vers l'est. À l'ouest du pays, le groupe armé dénommé 3R, tout à l'heure, l'expert indépendant l'avait cité dans sa déclaration. Donc, toutes ces localités sous le contrôle des groupes armés constituent également un frein au déploiement de tous les acteurs judiciaires. Donc, ces groupes armés lèvent les impôts, établissent une administration parallèle fondée sur l'exploitation de la population. Je citerai entre autres quelques exemples à titre illustratif. Au cours de l'année 2019, certains collègues qui ont été désignés pour animer les juridictions à l'intérieur du pays, notamment à Kakabandoro comme président du tribunal et procureur, étaient déployés. Mais ils étaient en pleine audience lorsque les groupes armés avaient fait irruption. Ils étaient obligés de suspendre les activités. La MINUSCA a dû intervenir pour les retirer de la salle d'audience. Et jusque-là, rien n'est fait pour que ces autorités judiciaires puissent repartir là-bas et continuer les activités. Alors, conséquence de l'insécurité, ça c'est le premier défi que je soulève. L'absence de déploiement des acteurs chargés de l'application des lois et des peines dans ces localités. Donc, toute la chaîne pénale
ne peut plus se déployer dans ces zones sous le contrôle des groupes armés. Le deuxième point que je soulèverai également porte sur la problématique de la documentation de tous les cas de violences sexuelles liés au conflit dans ces zones. Donc, les procédures ne sont pas montées par la police judiciaire. L'éloignement de la scène de certains crimes par les acteurs judiciaires, tous les organes d'enquête et de poursuite. Un exemple illustratif, l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dont Rosine parlait tout à l'heure est opérationnelle. Mais depuis plus d'une année, cette unité de police judiciaire spécialisée qui a une compétence nationale ne parvient pas à finaliser une procédure de viol collectif des femmes et des jeunes femmes, de jeunes filles, dont un groupe armé en provenance du Tchad serait les auteurs présumés dans les villages proches de la localité de Boussangwa. Donc, plusieurs femmes avaient été violées lorsqu'elles empruntaient des chantiers pour aller s'approvisionner en eau. Un autre point également sous-jacent à ce problème de documentation, c'est l'analphabétisme d'une bonne partie de la population. Donc, et à cela est lié également un phénomène socioculturel, la banalisation des activités sexuelles par une tranche de la population et certains acteurs chargés des poursuites et des investigations. Troisième point, dans le cadre des défis auxquels les autorités judiciaires sont confrontées, font face en matière de poursuite et de jugement et d'investigation, l'inexistence d'un mécanisme de protection des témoins, des victimes, des ayants droit des victimes, des avocats de la défense. Donc, les témoins et les victimes vivent ensemble au sein de la même communauté, à tel point que ce n'est pas évident de les dénoncer, à tel point que les témoins, les victimes, les parties qui interviennent dans le cadre des investigations sont confrontés à de sérieuses difficultés quant à leur protection. La Cour pénale spéciale dispose d'un mécanisme de protection des témoins qui n'est pas mis à la disposition de toutes les autres juridictions. Donc, je pourrais peut-être citer quelques cas. Il nous arrive aussi d'assister à des scènes un peu bizarres devant les cabinets d'instruction où témoins et inculpés se trouvent et puis il y a des menaces de part et d'autre et le lendemain, le témoin ne se présente plus dans le cadre de sa déposition. Devant les cours criminels que nous organisons à Bangui, le premier jour, le témoin peut être là à l'audience, mais la configuration de nos audiences est également telle que, bon, il n'y a pas un mécanisme de protection. Le lendemain, il désiste et nous fait savoir qu'il a été menacé peut-être la veille. Donc, quelques aspects aussi sur la législation, donc de manière globale. Nous disposons des instruments juridiques nationaux qui sont là. Et par le jeu de la domestication, on peut également puiser dans les instruments juridiques internationaux, sous-régionaux et régionaux ratifiés par la République centrafricaine. Et dans le cadre des mesures à prendre en matière d'éventuelles solutions, donc moi je proposerais qu'il est important d'assurer la sécurité des autorités judiciaires, de renforcer la capacité des acteurs chargés des enquêtes, des poursuites des crimes sexuels et également trouver une solution à la documentation de tous les cas qui sont portés à la connaissance de ces acteurs-là et subsidiairement créer une base de données en matière de crimes sexuels. Voilà autant d'éléments que je pourrais soulever comme ça très rapidement dans le cadre de cette question qui m'a été posée, les défis auxquels les autorités judiciaires sont confrontées dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et liées au conflit en République centrafricaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'avocat général, pour cet aperçu très concret de la réalité à laquelle font face les magistrats et les enquêteurs et pour les pistes de réflexion que vous évoquez également. Je pense qu'il est vraiment intéressant d'entendre les difficultés, notamment de recueil des preuves, les difficultés de protection des victimes et des témoins, qui sont des problèmes très concrets auxquels on fait face dans beaucoup de situations de conflits armés, qui évidemment, en République centrafricaine, prennent un sens particulier, notamment de par le fait que les groupes armés contrôlent encore une partie importante du territoire national. Je me tourne maintenant vers notre prochain panéliste, vers M. Toussaint Muntazini. Vous êtes actuellement le procureur spécial près de la Cour pénale spéciale. Auparavant, vous avez accumulé une grande expérience, et beaucoup d'entre nous vous connaissent, en tant que magistrat auprès des juridictions militaires en République démocratique du Congo,
au sein desquels vous avez occupé le poste de premier avocat général près de la Haute Cour militaire. Et dans le cadre de ces fonctions, vous vous êtes notamment illustré par votre engagement en faveur de la lutte contre l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles liées au conflit, et particulièrement les violences commises à l'est de la RDC. Alors, en tant que procureur près de la Cour pénale spéciale, vous détenez la maîtrise de l'action publique devant la Cour, vous avez la capacité d'ouvrir des enquêtes préliminaires, de procéder ou de faire procéder aux actes d'enquête nécessaires à la recherche et à la poursuite des crimes relevant de la compétence de la Cour. Et depuis le vote de la loi établissant la Cour en 2015 et sa mise en place effective il y a maintenant 2 ans exactement, je pense, la Cour pénale spéciale a suscité beaucoup d'attentes et d'espoir de la part des victimes des conflits armés, et notamment de la part des victimes de violences sexuelles. Alors, monsieur le procureur spécial, pourriez-vous nous expliquer quels sont les mécanismes et procédures que la Cour a mis en place afin de s'assurer que sa future jurisprudence reflètera la prévalence des crimes de violence sexuelle et la prévalence qu'ils ont eue lors du conflit en République centrafricaine? Et notamment, pourriez-vous nous expliquer comment la Cour tente de garantir l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles, particulièrement celles qui se trouvent dans des territoires plus isolés, éloignés de la capitale? La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la Cour pénale spéciale a été créée pour lutter contre l'impunité de crimes graves commis en République centrafricaine depuis 2003. Les panélistes qui m'ont précédé ont insisté sur le fait que parmi ces crimes, on dénombre beaucoup de crimes relatifs aux violences sexuelles. En d'autres termes, poursuivre les crimes graves commis en République centrafricaine signifie pour la Cour pénale spéciale également poursuivre les crimes à caractère sexuel. Vous me posez la question de savoir quels sont les mécanismes dont dispose la Cour pénale spéciale pour pouvoir faire face à cette problématique. Je vais, pour répondre plus précisément à votre question, parler du règlement des procédures et des preuves. Je vais également vous parler de la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction adoptée par la Cour pénale spéciale, et enfin voir comment la Cour pénale spéciale interagit avec les victimes pour pouvoir assurer leur participation aux procédures judiciaires. Le règlement des procédures et des preuves est l'instrument de travail de base de la Cour pénale spéciale, car c'est elle qui régit toute la procédure devant la Cour pénale spéciale. Et lorsqu'on parcourt le règlement des procédures et des preuves, on se rend compte que cet instrument a prévu un certain nombre de mécanismes qui assurent non seulement la confidentialité, mais également la sécurité des victimes et des témoins. Nous allons parler par exemple des auditions qui peuvent se faire sous anonymat. Nous pouvons également parler de cavardage des documents. Nous pourrons également parler des audiences à huis clos, mais également des auditions qui sont prises par des moyens audiovisuels. Le règlement des procédures et des preuves va au-delà de ces mécanismes. Il préconise également de sanctionner toute personne qui divulgue des informations de nature à porter atteinte à la sécurité, au bien-être et à la protection des victimes. Et dans ce cadre, une unité spéciale pour la protection des victimes et des témoins a été mise en place au niveau de la Cour pénale spéciale. Cette unité comprend un certain nombre d'officiers et de cadres qui sont spécialistes en matière de protection des victimes. Nous avons également pu bénéficier de services de psychologues qui assurent aux victimes qui interagissent avec la Cour pénale spéciale de pouvoir comparaître en toute sérénité. L'autre instrument dont dispose la Cour pénale spéciale, c'est la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction. Cette stratégie a été adoptée par la Cour pénale spéciale pour pouvoir l'aider à sélectionner les cas qui lui sont soumis. Et parmi les critères
qu'utilise la Cour pénale spéciale pour la sélection des cas vient en premier lieu le critère de gravité. Le règlement de procédure des preuves précise que les violences sexuelles comportent en elles-mêmes des éléments qualitatifs pour pouvoir déterminer que ce sont des crimes de très grande gravité. Voilà pourquoi, lorsque vous examinez les affaires actuellement en cours devant la Cour pénale spéciale, vous allez vous rendre compte que le tiers concerne des cas de violences sexuelles. Et pour assurer l'exécution de cette stratégie, la Cour s'est dotée d'une unité spéciale de la police judiciaire, dont les officiers de police judiciaire ont suivi des formations pour renforcer leurs capacités en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles. La Cour pénale spéciale peut également compter sur l'appui de l'unité dont on a parlé tout à l'heure, l'UMIR, qui regorge en son sein des personnes qui ont également suivi des capacités, de renforcement de leurs capacités en matière de violences sexuelles. Nous allons enfin parler de la façon dont la Cour pénale spéciale interagit avec les victimes. Très tôt, nous nous sommes rendus compte que sans un lien de confiance des victimes par rapport à la Cour pénale spéciale, il sera difficile aux victimes de pouvoir travailler en toute sécurité et participer aux procédures de la Cour pénale spéciale. Nous disposons à cet effet d'une unité de communication et de sensibilisation qui fait un travail formidable de sensibilisation des victimes pour leur expliquer quel est le mandat de la Cour pénale spéciale, quelles sont les difficultés auxquelles la Cour pénale spéciale est confrontée et également comment elles peuvent interagir en toute sécurité avec la Cour pénale spéciale. À cet égard, nous travaillons beaucoup avec la société civile et aussi avec nos collègues de juridiction des droits communs pour pouvoir mettre en place une stratégie qui puisse permettre aux victimes qui sont dans l'arrière-pays de pouvoir assurer la transmission de leurs plaintes au niveau de la Cour pénale spéciale à Bangui. Voilà, grosso modo, comment je peux vous expliquer la façon dont la Cour pénale spéciale fonctionne et comment elle tente de mettre en place des mécanismes pour pouvoir résoudre la question des violences sexuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur spécial, pour cet aperçu très concret de la panoplie d'outils et de moyens que la Cour a déployés. Et je pense que c'est intéressant de lier ça avec l'intervention de Monsieur l'avocat général juste avant, qui nous faisait justement part des difficultés en matière de protection des victimes et des témoins. Et on voit que, par exemple, le règlement de preuve et de procédure de la Cour pourrait servir d'inspiration à une adaptation de l'arsenal juridique et réglementaire national, voire que les moyens mis à disposition de la Cour aussi bénéficient aux juridictions ordinaires. Je me tourne maintenant vers notre dernière intervenante et non des moindres, puisqu'il s'agit de Madame Anne-Marie Goumba, qui est la directrice de l'ONG Les Flamboyants. Et Les Flamboyants, c'est une organisation assez remarquable qui apporte notamment une aide psychosociale aux victimes et aux survivants des conflits armés en République centrafricaine et plus particulièrement aux victimes de violences sexuelles. Alors, Madame Goumba, nous venons d'entendre de la part de vos copanélistes un aperçu de l'ensemble des efforts mis en place par les autorités. Madame Goumba? On vous entend. On avait perdu le son, mais maintenant on vous entend de nouveau. Ah, vous ne m'entendiez plus. Donc, Madame Goumba, la parole est à vous. Excusez-moi, je n'ai pas suivi la question parce que le micro était coupé. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je vous répète la question. Donc, oui.
Nous avons entendu de la part de vos copanélistes un aperçu de l'ensemble des efforts mis en place par les autorités judiciaires nationales pour lutter contre l'impunité des crimes de violence sexuelle et aussi des efforts de la communauté internationale pour appuyer ces efforts. Sur la base de votre expérience auprès des victimes de violences sexuelles, qu'attendent réellement ces dernières des efforts de la justice transitionnelle? Et je me réfère à la justice transitionnelle éventuellement pour aller au-delà des réponses purement judiciaires. Voilà. Désolé pour le problème technique. Je comprends que mon micro s'était coupé au milieu de l'intervention. Mais la parole est à vous. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je viens d'écouter, de suivre les panélistes qui m'ont précédé et avec quelle pertinence exposé, mais je voudrais aborder très rapidement 2 ou 3 points qui expriment les victimes, les attentes des victimes. Pour moi, d'emblée, je puis vous dire que si l'impunité est perpétuée en RCA, c'est dû en partie par la banalisation des violences sexuelles, alors que nous savons que ces violences ôtent la dignité des femmes, des filles, et elles traînent ça toute leur vie. Donc, les victimes, qu'est-ce qu'elles réclament? Elles réclament et veulent que la justice leur soit rendue sans complaisance. C'est vrai, les efforts ont été faits et ça continue, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce qu'attendent les victimes, au-delà même de cette justice, c'est que les réparations qui peuvent être morales, psychologiques, par exemple, un monument à leur mémoire, des stèles partout sur l'étendue du territoire, un musée d'histoire où on peut trouver des objets appartenant aux disparus, des photos, des noms, une chanson où on pourra apprendre aux enfants, une session organisée à l'approche de la date de la commémoration. Alors, c'est le 11 mai. Et c'est aussi, il faut un programme de sensibilisation dans les écoles pour que d'ici demain, que les enfants puissent se dire plus jamais ça. Donc, appliquer les principes de non-répétition. Et je pense aussi que les victimes avec qui on cause souvent, ils demandent une sensibilisation beaucoup plus large pour que, par exemple, pendant les moments à l'approche de la date du 11 mai, qu'ils puissent se retrouver, causer, libérer la parole. Et jusque-là, je pense que c'est un désir qu'ils ont manifesté, qu'ils manifestent. Et je pense que avec le temps, peut-être ça va marcher. Donc, il y a aussi une réparation matérielle. Les réparations matérielles, vous savez qu'il y a des femmes qui ont tout perdu, leur dignité, leur maison, leurs biens, et la plupart sont encore dans les camps de réfugiés, dans les familles d'accueil, chez des parents, et deux fois accompagnés des enfants en bas âge, orphelins et de surcroît. Les victimes attendent quoi? Ils attendent un soutien pour avoir un chez-soi, un toit à elles, pour vivre librement, loin de moqueries et tout ce qui continue à les stigmatiser. Il leur faut donc remettre leur lieu de commerce, par exemple, leur petite boutique qui soit mise en état pour qu'ils puissent travailler, faire un petit commerce et qu'ils puissent survenir aux besoins de leur famille. Les victimes veuves, par exemple, qui ont besoin de soutien, peut-être leur mari ont été tués et ils doivent suivre au tribunal, ils doivent suivre dans les administrations des dossiers de pension, par exemple. Il faut qu'il y ait des gens appropriés qui puissent les aider à suivre toutes ces choses-là. Ou alors un terrain perdu, par exemple, qu'on lui a arraché, ou bien des choses comme ça. Donc, vous voyez que les victimes ne demandent pas grand-chose, ils demandent à être soutenus, ils demandent à être accompagnés. Maintenant, je reviens vers l'accompagnement. L'accompagnement, ce que je veux dire pour l'accompagnement, c'est qu'une fois que la victime a été écoutée, a été soutenue moralement,
a été soutenu matériellement, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il soit accompagné par pour faire un projet de vie. Il faut qu'il survive, il faut que, avec les préjudices qu'il a subis, pour ne pas sombrer dans le même état. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur faciliter l'intégration totale dans la communauté pour leur développement socio-économique via les activités génératrices de revenus, les AGR. C'est ici où on peut parler de la création, par exemple, d'enfonds financiers pour le soutien aux victimes, afin qu'elles puissent envisager un avenir positif. Je pense que le comité CVJRR, le comité Vérité, Justice et Réconciliation, a prévu cela, mais il faut soutenir et renforcer le processus d'opérationnalisation pour que les victimes s'approprient et surtout en faire une grande sensibilisation. Sinon, les victimes ne savent même pas s'il y a ce comité, ils ne savent même pas qu'est-ce que ce comité va faire. Donc, je pense qu'il faut aller vers les victimes, les sensibiliser, et c'est le travail des ONG, justement, de la société civile, qui doivent sensibiliser davantage, informer, et si le comité informe à chaque étape, je pense que les victimes, là où ils se trouvent, vraiment, ils pourront s'en approprier parce que c'est leur affaire, mais être là comme ça sans être informé, je pense que c'est très compliqué. Donc, il faut un accompagnement sur le plan financier, sur le plan matériel, si vous voulez, faciliter l'intégration vraiment des victimes parce que si on les laisse encore une fois, je crois qu'on commettra encore une fois on va les victimiser de nouveau. Donc, si rien n'est fait de tout ce qu'elles attendent, ce serait d'autres violences infligées à leur égard. Donc, aidons les victimes à reconnaître leurs capacités, mais aussi leurs limites afin qu'elles aillent de l'avant et se faire un projet de vie. Si vous permettez, je voulais aborder un petit point sur la justice très rapidement. J'ai écouté les panélistes qui m'ont précédé, mais je pense que si on facilitait les victimes par un moyen de venir, par exemple, sensibiliser les victimes, par exemple, sur leurs droits, surtout le droit de pouvoir être en justice, et les aider surtout à aller sans honte, parce qu'ils ont honte, vous l'avez entendu tout à l'heure par un des panélistes. La plupart des filles et des jeunes filles, ils ont honte de dire ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est à nous, de la société civile, pour leur venir en aide, leur expliquer, pour qu'elles s'approprient des mécanismes liés à la justice. Donc, voilà un peu très rapidement ce que je peux dire. Et si on peut assurer la sécurité aussi, il y a celles qui sont en dehors des juridictions, loin des juridictions compétentes, ils ont des problèmes. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout énumérer, mais je pense qu'il faut songer à un espace aussi sécurisé, un foyer, par exemple, un foyer d'accueil en attendant le tribunal. Il faut qu'ils aient un endroit où ils peuvent se loger, être entretenus. C'est ce que nous faisons de temps en temps, le Niger flamboyant, mais ça, c'est à petite échelle. Je pense qu'il faut penser vraiment à ce foyer pour sécuriser les victimes pendant qu'ils attendent la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Goumba, pour avoir donné un peu plus de réalité aux attentes des victimes. Et pour rappel, puisque je comprends que le micro a été coupé, mais donc vous êtes la directrice de l'ONG Les Flamboyants, qui est donc une ONG qui fait un travail assez remarquable d'accompagnement des victimes. Et je pense que votre appel à ne pas oublier le rôle de la société civile au centre de tous ces dispositifs judiciaires, nationaux, avec un appui international, est extrêmement important. Et donc, notamment en matière de réponse à ces attentes très concrètes des victimes et parfois assez faciles à rencontrer, mais également sur les questions parfois plus complexes de la réparation. Voilà, nous avons terminé les interventions des panélistes. Je remercie tous les panélistes pour leur présentation succincte. Et nous allons maintenant nous tourner vers le public et essayer de répondre
aux questions qui ont été transmises par le public, soit avant le séminaire, soit maintenant pendant le webinaire. Je pense que vous avez pu voir certaines des questions qui ont été formulées dans le chat. Je demanderai à l'ensemble des panélistes d'être extrêmement brefs dans leurs réponses et d'aller à l'essentiel puisque nous sommes un tout petit peu en retard. Alors, la première question s'adresse à la fois à Monsieur l'avocat général Fukpio et à Monsieur le procureur spécial Muntazini. Pourriez-vous nous dire comment la Cour pénale spéciale et les juridictions ordinaires collaborent pour renforcer la réponse judiciaire apportée aux violences sexuelles liées au conflit? Et quels mécanismes à ce jour ont été mis en place ou pourraient être mis en place pour renforcer cette coopération? Je donne d'abord la parole à Monsieur l'avocat général Fukpio. OK. Sur cette question précise, tout le mécanisme est défini par la loi organique créant la Cour pénale spéciale qui a essayé de définir les liens qui doivent exister entre cette juridiction spéciale et les autres juridictions. Donc, si la Cour pénale spéciale a la primauté en matière de poursuite des violences sexuelles ou de toutes les infractions qui relèvent de ce mandat sur les autres juridictions. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Depuis que la Cour pénale spéciale a commencé à être opérationnelle, surtout le bureau du procureur spécial, donc dans les autres juridictions, dans le ressort des 3 cours d'appel de la République centrafricaine, nous avons des juridictions qui relèvent de ces 3 cours d'appel. Donc, s'il y a des procédures, il y a des plaintes, il y a des enquêtes, des dossiers qui relèvent du mandat de la Cour pénale spéciale, ces affaires sont remontées au parquet général près de ces différentes cours d'appel pour saisine de la Cour pénale spéciale. Là, en ce moment, je suis en train d'échanger avec vous là-dessus. En quittant mon bureau, j'ai un lot de plaintes qu'un procureur de la République a communiqué au parquet général, puisque le procureur général était en congé, il vient de reprendre le service aujourd'hui. Donc, j'ai un lot de plaintes que je suis en train d'examiner pour voir dans quelle possibilité mettre à la disposition du procureur spécial près la Cour pénale. Donc, les mécanismes sont déjà établis. C'est une juridiction, la Cour pénale spéciale, c'est une juridiction nationale, hein, en dépit de son caractère hybride avec la présence des juges internationaux, mais c'est une juridiction nationale et la collaboration, c'est comme avec les autres juridictions en matière, surtout en nous référant aux différentes compétences. Donc, si nous sommes saisis d'une procédure qui ne relève pas de nos compétences, nous communiquons directement à la Cour pénale spéciale, surtout au bureau du procureur. Donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons en ce moment. Mais les attentes sont multiples et nous, les autres juridictions également, sommes débordés, puisque la Cour pénale spéciale bénéficie des moyens qui sont mis à sa disposition par la communauté internationale. Donc, nous n'hésitons pas à mettre certaines procédures, certaines enquêtes à la disposition du parquet spécial. Je crois que le collègue a pratiquement donné la réponse à la question. J'aimerais simplement préciser effectivement que l'article 36 de la loi organique. Monsieur le procureur, je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. Peut-être vous pouvez vous rapprocher du micro, parler un peu plus fort. Merci. Je n'avais pas levé le micro, excusez-moi. Donc, c'est la loi organique, effectivement, qui organise la complémentarité entre les juridictions de droit commun et la Cour pénale spéciale. L'article 36 de la loi organique prévoit un mécanisme de dessaisissement des juridictions de droit commun lorsqu'elles enquêtent sur les crimes qui sont du domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale est défini par le règlement de procédure des preuves. Et c'est un certain nombre de critères, notamment la gravité des crimes, qui sert de fil conducteur pour établir que tel crime est de la compétence de la Cour pénale spéciale. Et à partir de ce moment-là, le procureur de la Cour pénale spéciale adresse une demande de dessaisissement auprès du procureur général pour pouvoir obtenir que tel dossier qui est en instruction au niveau des enquêteurs du parquet général puisse être transféré à la Cour pénale spéciale. Donc, c'est cette procédure-là. Mais pour améliorer la collaboration, je pense qu'on pourrait établir un cadre de concertation entre les collègues des juridictions de droit commun et la Cour pénale spéciale pour qu'on puisse discuter ensemble sur les enquêtes qui sont menées de part et d'autre et voir si ces enquêtes méritent de faire l'objet d'un dessaisissement par rapport au domaine d'intervention. Parce que la Cour pénale spéciale ne peut pas enquêter sur tous les crimes qui ont été commis du fait que ces moyens sont effectivement limités, même si on peut considérer que par rapport aux juridictions de droit commun, il y a plus de moyens. Mais il faut surtout qu'on se concentre sur les crimes qui sont de son domaine d'intervention
et qui pourraient faire l'objet de séries. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. C'est une bonne introduction à la question suivante que je vais poser à Rosine. Vous dites que la Cour pénale ne peut pas s'occuper de tout. Donc, Rosine, et je vous inviterai à être très, très brève, quelles sont les mesures qui pourraient être prises par les autorités nationales pour encore davantage prioriser les cas de violence sexuelle dans le cas du traitement judiciaire de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre? Oui, merci Renaud. Le premier point à envisager face à l'ampleur de ce type de violence est l'adoption d'une politique pénale claire, instruisant la priorisation des cas de violence sexuelle devant les juridictions nationales et incluant une approche centrée sur les victimes. C'est une question qui est d'ailleurs envisagée dans le cadre des travaux menés conjointement entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et les partenaires nationaux et internationaux, y compris la MINUSCA, le PNUD, l'équipe d'experts de l'Union européenne et autres, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice adoptée en 2019 pour la période 2020-2024. Un autre point à envisager est la relecture de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Pour ce qui est du Code pénal, une pratique observée en milieu judiciaire et qui porte gravement atteinte aux intérêts des victimes est la correctionnalisation du crime de viol de l'article 87 du Code pénal en délit d'attentat à la pudeur de l'article 86 du petit Code. Il faut préciser que si les actes constitutifs de l'élément matériel du crime de viol sont clairement prévus et précisés par l'article 87 du Code pénal, il n'en est pas de même pour l'infraction d'attentat à la pudeur. Cette absence de définition et de précision quant à l'élément matériel favorise la correctionnalisation du crime de viol en délit d'attentat à la pudeur par les magistrats. Il serait donc important que la relecture du Code pénal soit effectuée en vue de définir et de préciser le délit d'attentat à la pudeur et ainsi limiter cette pratique de correctionnalisation. Pour ce qui est du Code de procédure pénale, il serait opportun qu'il soit relu afin de renforcer les dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins, notamment à la lumière de la stratégie nationale de protection des victimes et des témoins rédigée en 2017 avec l'appui de la MINUSCA et du PNUD, grâce notamment au financement de ANL. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rosine, pour cette réponse brève et très complète. Je me tourne maintenant vers Patrick Vinck avec une question qui avait déjà été posée avant le séminaire et une deuxième question que nous avons reçue maintenant. Si vous pouvez essayer de les couvrir assez brièvement toutes les deux. D'une part, vous nous avez fait part de votre approche des recherches. Comment est-ce que vos travaux de recherche peuvent influencer, informer les décideurs nationaux et internationaux sur l'impact de la justice, de leurs actions, du renforcement des capacités, plus largement sur la paix et la sécurité? Si vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets, ce serait parfait. Et la deuxième question qui a été posée par monsieur ou madame Valérie Ciombiano, la question porte sur un peu ce que vous nous avez dit sur l'appropriation des processus par les populations. Et est-ce que ça pourrait aboutir à terme à l'avènement, comme ça a été le cas au Burkina Faso, par exemple, d'un pacte national pour le renouveau de la justice en RCA? Et on nous a fait part plus avant des efforts qui avaient été déjà déployés au moment du forum de Bangui ou des consultations nationales d'associer le plus largement la population aux réflexions sur les priorités. Donc, peut-être si vous pouvez brièvement aborder ce point-là. À vous, Patrick. Merci. Je vais peut-être commencer sur le dernier point parce que je pense que un des panélistes précédents a parlé un petit peu de cette coordination de stratégie entre la Cour pénale spéciale et les institutions ordinaires. Mais il faut voir qu'en République centrafricaine, vous avez aussi la CPI qui est active, la Cour pénale internationale. Il y a une commission vérité dont le statut est un petit peu, en tout cas en progrès, disons, pour un euphémisme. Mais d'un point de vue des victimes, évidemment, il y a un manque de clarté et un manque de connaissance par rapport à ces différents mécanismes. Et donc, quand on parle de coordination, quand on parle de stratégie, eh bien, c'est là qu'il y a vraiment un rôle, pas seulement pour les victimes. J'évite un petit peu le mot victime. Évidemment, c'est important de les reconnaître et c'est important de reconnaître les victimes de certains crimes. Mais quand on parle de victimes dans un contexte comme la RCA,
95, je suis belge, donc 95%, 95% des personnes vont se définir comme victimes. Évidemment, de différentes formes de crimes, différents niveaux de perte et ainsi de suite, mais donc il faut que ce soit très inclusif et qu'il y ait une coordination non seulement au niveau des décideurs et des institutions, mais une coordination qui vraiment implique et facilite cette participation. C'est pas évident et il faut trouver les bons mécanismes pour y arriver, mais il y a des précédents. Alors, je ne connais pas suffisamment le cas du Burkina, mais il y a certainement des précédents où on peut aller vers des aspects beaucoup plus participatifs au niveau de la justice, sans pour autant, évidemment, affecter la façon dont la justice doit fonctionner. Alors, en termes d'exemple et la façon dont ça fonctionne, mais, évidemment, sur ce projet, on a des partenaires importants. Le PNUD nous supporte et a un rôle essentiel. Les gens qui prennent des décisions sont influencés par différents facteurs, leur expérience, leur formation. Et les données ne jouent qu'un petit rôle, mais c'est un rôle important et c'est un rôle qui permet d'éviter que les décisions soient basées dans des idéologies ou des idées, disons, qui circulent. Alors, pour prendre un exemple, et c'est pas du tout, je pense que le travail que Madame Goumba fait, Anne-Marie fait, est essentiel, mais par exemple, quand on parle de mémorialisation, quand on parle de construire ou d'établir des mémorials, eh bien, quand on commence à faire un engagement très systématique, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de victimes qui voudraient voir ce genre de mémorial, qui voudraient voir des statuts, mais on a aussi énormément de victimes qui ne les veulent pas parce qu'elles souffrent de troubles psychosociaux, parce qu'il y a un aspect mental qui fait qu'ils n'ont pas envie de voir tous les jours, quand ils se réveillent, quelque chose qui leur rappelle ce qu'ils ont vécu. Et donc, le travail qu'on fait, c'est celui-là, c'est d'essayer d'établir ce dialogue et de comprendre au travers des données et au travers d'un engagement systématique, qu'est-ce qui peut être fait, mais ça demande d'avoir ce que moi j'appelle une sorte de data advocacy, c'est-à-dire moi je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas à décider qu'est-ce qui doit être fait, mais ce que j'essaye de faire, et ce qu'on essaie de faire avec nos collègues centrafricains, c'est de s'assurer que les données qui peuvent être utiles soient là, qu'elles soient exploitables, accessibles et faciles. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, merci, c'est parfait et ça illustre bien comment le travail que vous faites permet aussi d'objectiver les choses, effectivement, comme vous l'avez souligné, et de se détacher un peu des dogmes qui nous parcourent depuis de nombreuses années aussi. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers deux autres panélistes, vers monsieur l'expert indépendant et vers madame Goumba. Je vous demanderai également d'être très très bref, mais peut-être de nous dire quelques mots sur comment vous voyez, comment pensez-vous que l'accès à la justice pour les victimes et les survivants pourrait être amélioré, quel est le rôle des organisations de la société civile dans ce cadre-là. Et on a reçu une question d'un des participants, M. Stromboli, qui nous dit, ben voilà, les preuves, le régime de la preuve est très exigeant, notamment, comment est-ce qu'on pourrait inciter les auteurs à mieux assumer leurs responsabilités et à faciliter donc les processus judiciaires. Et une question peut-être importante aussi, on nous a beaucoup fait part aujourd'hui des initiatives dans le domaine pénal, et évidemment, si elle est nécessaire, la répression pénale est une des approches de la justice transitionnelle. Quelle place reste-t-il pour la justice réparatrice ou restauratrice en RCA, avec autant de victimes? Et est-ce que ce seul mandat doit être laissé à la CVJRR ou est-ce que d'autres initiatives seraient intéressantes? Alors, je me rends compte que la question est très complexe. Essayez d'être bref, peut-être donner un exemple ou partager quelques idées qui vous viennent à ce sujet. Peut-être je vais d'abord donner la parole à Madame Goumba. Ah, voilà, madame. Oui, vous me suivez? Oui, c'est à vous. Okay. Bon, je pense à la phrase de notre ami que tout le monde connaît, Dr Mukwege, qui aime dire, je cite, « Tant que l'impunité perpétuera, les crimes de viol et violences basées sur le genre continueront à déstabiliser le pays. » Fin de citation. Donc, il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas de justice
il n'y aura pas de paix durable si les victimes continuent dans le temps dans lequel ils se trouvent en ce moment. C'est pour dire que la justice doit être rendue et les auteurs qui soient punis selon la loi. Donc, sans complaisance. C'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Sinon, comme je le disais tantôt, s'il y a un effet pour les victimes, c'est une autre forme de violence qui leur sont infligées. Donc, je pense que les ONG nationales, telles que je le disais tantôt, ont un grand rôle à jouer parce que concernant les victimes qui sont loin, par exemple, du lieu de juridiction, il faut faciliter un accès total aux victimes qui pourraient leur apporter une réparation morale. C'est-à-dire que si les lois sont appliquées véritablement et que les sanctions dans toutes les étendues sont faites sans complaisance, je pense que les victimes quand même vont se retrouver. Et si on les facilite un accès, peut-être en payant quelques frais de leur transport pour ceux qui sont loin des juridictions compétentes, assurer la sécurité dans les zones. Tout à l'heure, on a entendu l'avocat général des panélistes dans les zones des groupes armés où ils n'ont pas pu aller, où rien n'a été fait. C'est un peu compliqué. Donc, je crois que faciliter l'accès des victimes à la justice, c'est très, très important dans ces deux choses que je viens d'énumérer. D'abord, la sensibilisation, une grande sensibilisation de la part des ONG agréées pour ça et le gouvernement aussi qui doit vraiment lancer des messages pour que chacun doit, en tout cas chaque victime, doit s'approprier, c'est sa justice et c'est là où il va trouver non pas son salut, vraiment son salut, mais au moins il se sentira plus ou moins soulagé parce que avec tout ce qu'elle a vécu dans sa chair, vous voyez une maman par exemple qui a été violée, une maman de 60 ans violée par 6 personnes, une viol collective, elle n'a pas de mari, le mari a été tué, les enfants, il n'y a plus d'enfants à la maison, elle est seule, vous vous rendez compte, elle n'a plus personne pour l'aider. Et c'est notre rôle, nous, au niveau des ONG. Il faudrait qu'on la trouve, il faudrait qu'on fasse même des suivis parce qu'une fois qu'on les a eus, qu'on les a écoutés, qu'on les a transférés aux besoins, mais il faut faire des suivis. Et tout ça, je pense que il faut sensibiliser pour dire, voilà votre droit, vous devez être en justice, voilà les mécanismes, vous avez des avocats, vous avez... Je vais venir comment? Voilà le problème. Je vais venir comment? Je vais passer où? Je vais dormir où? Qui va m'accueillir? J'ai des enfants. Aucun enfant ne va à l'école. J'ai des orphelins que j'ai gardés. Donc, vous voyez, tout ça, ça contribue aussi, ça donne aussi un peu de frein à ce que tous ces mamans, toutes ces jeunes filles puissent vraiment avoir accès à la justice s'ils n'ont pas toutes ces possibilités. Voilà ce que je peux ajouter. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Goumba. Je passe tout de suite la parole à Monsieur l'expert indépendant en lui demandant vraiment d'être très, très bref et peut-être de ne pas revenir sur l'accès à la justice formelle, mais peut-être un tout petit mot sur le rôle éventuel des mécanismes non judiciaires et de la justice restauratrice, si vous le souhaitez, Monsieur l'expert indépendant. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Justement, je crois que il y a l'aspect, la judicialisation, l'aspect de judicialisation qui est très important, mais il y a aussi cet aspect de justice réparatrice et je crois que c'est fondamentalement le rôle que la CVJR est appelée à jouer. Donc, la CVJR est en train d'être mise en place avec les 11 commissaires et son rôle sera justement de s'atteler à ce que qu'on puisse associer à la judicialisation les aspects de justice réparatrice, le fait de libérer la parole, de donner la possibilité aux gens de pouvoir exprimer leur douleur et de trouver réparation, non pas seulement de manière judiciaire, mais aussi réparation, on va dire, en termes de reconnaissance de la part du tort qui leur a été causé par les auteurs des violences sexuelles. Sur la question de la preuve, je crois que c'est fondamental. Une première phase pour les juridictions, que ce soit au niveau national ou au niveau de la CPS, la Cour pénale spéciale, la question de la preuve est importante. Elle est fondamentale d'ailleurs. Donc, une fois que les investigations sont terminées, il faut passer au jugement.
Et si les preuves ne sont pas suffisamment étoffées pour convaincre le juge de condamner les auteurs, ça ne se passera pas ainsi. C'est pour ça qu'il est important que les ONG, justement, qui documentent les cas, le fassent de manière professionnelle et répondent à des critères qui permettent qu'au final, les preuves rassemblées puissent suffisamment convaincre le juge de prendre une décision qui aille dans le sens de l'accès à la justice des victimes. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur l'expert indépendant, de nous rappeler l'importance de la complémentarité dans ces efforts avec la société civile. Et merci aussi, madame Goumba, pour avoir illustré de manière très concrète la situation auquel font face les victimes et le rôle de la société civile. Voilà qui clôture la séance de questions-réponses et nous approchons de la fin de ce séminaire. Je souhaite remercier les membres du public pour les questions et évidemment remercier également les panélistes pour la réponse et les échanges extrêmement riches. Pour conclure notre session, je souhaite à présent donner la parole à Madame Denise Brown, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour la MINUSCA et la coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en République centrafricaine. Madame Brown a accumulé au cours de ces 20 dernières années une expérience considérable dans le domaine humanitaire, notamment dans des contextes de crise complexes, particulièrement sur le continent africain, et continue à nourrir un intérêt soutenu pour la thématique des violences sexuelles. Madame Brown, à l'issue de la discussion d'aujourd'hui, comment pensez-vous que la réponse judiciaire apportée aux violences sexuelles liées au conflit ou la réponse dans le domaine de la justice peut encore être améliorée et renforcée en République centrafricaine, notamment pour garantir une meilleure prise en compte des besoins et des réalités auxquelles font face les survivants. Madame Brown, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et puis, ça fait une trentaine de minutes que j'écoute attentivement aux interventions des uns et des autres. Bon, tout d'abord, moi, avant d'aller à votre question précise, j'aimerais, et je sais qu'on le sait tous, mais je pense que c'est extrêmement important de continuer à souligner que les violences sexuelles en RCA et aussi ailleurs constituent l'une des pires formes de violation des droits de l'homme. On voit l'impact sur la vie des femmes et des enfants qui sont, oui, je vais utiliser le mot victime, je pense que c'est très fort, cette situation est très forte. On voit les conséquences. Et donc, on voit aussi qu'elles se poursuivent dans plusieurs localités du pays, ce genre de crimes en RCA. Intéressant, je regardais quelqu'un a parlé de données tout à l'heure, j'ai regardé des données ce matin. En 2019, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle liée au conflit en RCA notait 322 cas. Moi, je pense que nous n'avons pas toutes les données nécessaires pour vraiment comprendre le problème, le niveau de problème en RCA. Je pense que c'est une sous-estimation de la situation. Et je note ici aussi, et ça c'est quelque chose qu'on discute au sein de la mission, qu'on parle uniquement des cas qui sont directement liés au conflit. Il y a bien d'autres cas de violence sexuelle dans le pays, notamment ceux qui sont liés à la transhumance, donc qui se passent surtout dans des champs, et on n'en parle pas. Mais juste pour vous dire que l'ampleur du problème en RCA dépasse de violence sexuelle dans le domaine de conflit. Donc, vraiment, donc pour aller vers votre question, il faut au niveau institutionnel renforcer ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est déjà une bonne chose, donc notamment la mise en place d'unités mixtes d'intervention rapide et de répression de violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, donc UNIR. Et ça, c'est une très bonne chose que cette institution existe et est appuyée par les partenaires. Donc, encore une fois, il me semble que les données sont importantes. Donc, le UMIR est en fonction depuis 2017 et a transmis au moins 1000 procès-verbaux
au parquet de Bangui et de Bembo et au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Bangui. Encore une fois, les données sont importantes. Ça va nous aider à mieux comprendre, mieux saisir le potentiel de problèmes dans le pays. Les collègues de copinal spécial sont ici, on est ensemble dans la pièce, donc je les ai écoutés attentivement. Le rôle de copinal spécial est extrêmement important, encore une fois, au niveau institutionnel. Le travail de la société civile, et j'ai bien écouté l'intervention de madame, est extrêmement important au niveau des victimes et soutien des victimes, et j'y vais y revenir. Mais aussi que ces situations, ces cas, soient abordés par les institutions, appuyés par le gouvernement, nous semble extrêmement important. Et j'ai pu comprendre, en discutant avec les collègues de la division de justice de la mission, qu'il y a des discussions en cours pour une collaboration entre UMUR et le copinal spécial, mais je prends note aussi de ce que dit l'intervenant tout à l'heure, il y a aussi le copinal international. Et en fait, avec le copinal international, la semaine passée, on a parlé d'un soutien aux victimes. Moi, j'ai insisté sur les victimes de violences sexuelles, mais c'est vrai que c'est plus grand, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, 95% de la population en RCA pourrait être considérée comme victime. L'autre élément, c'est la dernière session de la Cour criminelle de Bangui, qui avait 25 dossiers inscrits et 22 concernés la violence sexuelle. Ça, c'est très important. Encore une fois, c'est une recognition de l'ampleur du problème en RCA. Bon, malheureusement, la Cour n'a jugé qu'une petite partie de ces dossiers. Et donc, la remarque sur la priorisation des cas est peut-être importante. Donc, il faut reconnaître là au niveau institutionnel, là au niveau des cours, là au niveau des partenariats, le progrès, les avancées qui sont là. Mais on doit aussi reconnaître les défis afin de continuer à renforcer et remplir les gaps. Donc, notamment, la réponse judiciaire aux violences sexuelles et aux conflits est confrontée à un nombre de défis qui limitent son impact. Notamment, le manque de prise en charge et d'assistance légale dans certaines régions et l'éloignement des juridictions. Je viens d'une réunion avec la primature où on parlait de restauration de l'autorité de l'État. Et donc, un des secteurs qui traîne dans les déploiements à travers le pays, c'est la justice. Intéressant, une étude qui a été faite cette année par la communauté humanitaire montre que entre 32 et 43% des 16 000 ménages interrogés dans le cadre de l'accès à la justice disent qu'en fait, c'est problématique d'avoir accès à la justice. Donc déjà, il y a un problème réel auquel la population est confrontée. Et parmi ceux qui ont réussi à accéder à la justice, 15% ont estimé que cet accès était discriminatoire et non équitable. Donc, encore une fois, du progrès, c'est très bien, mais encore des choses à faire. Mais ces défis contribuent à l'impunité de ces crimes. Et l'impunité des crimes de violence sexuelle contribue à la stigmatisation des victimes. Et donc, on sait que quand il y a cette stigmatisation, ce crime va être encore plus caché par les familles, par la communauté, par potentiellement les autorités. Donc, moi, j'estime que c'est un crime qui est tout à fait caché. Au niveau des perspectives, on pense, mais ça, je crois qu'il faut aller avoir une analyse beaucoup plus en profondeur, que l'impunité des violations des droits de l'homme et en général l'impunité des violences sexuelles liées au conflit sont un obstacle à la paix et à la stabilité. C'est vrai aussi, en préparant pour les élections générales le 27 décembre, je coordonne toute cette assistance à travers la MINUSCA pour appuyer les préparations. Majorité des femmes avec qui on parle craignent cette violence et donc, même s'ils sont inscrits sur la liste électorale, craignent un peu le jour de vote et est-ce qu'elles vont venir voter. Donc, encore une fois, cette perception, même pas une perception, une réalité, d'être ciblé par cette violence, une grande impunité et donc une grande vulnérabilité pour les femmes, non seulement les femmes, mais en large partie les femmes de ce pays. Donc,
dans le durée. La justice doit s'inscrire dans le durée. Donc, la justice est un processus qui s'inscrit dans la durée, qui tient compte des besoins des victimes et du contexte national qui est très, très compliqué. Tout le monde l'a connu. Cependant, et comme Madame qui représente la société civile a dit, une réponse aux besoins de justice des victimes est urgente. Il y a les besoins immédiats physiques, il y a des besoins au niveau de soutien psychosocial, il y a des besoins au niveau de la justice. Et on doit traiter ces différents aspects avec la même urgence. Le rôle des institutions nationales dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit est absolument capital. C'est pour ça que j'ai insisté sur le cours pénal spécial, sur le UMIR. Ce n'est pas juste des actions, mais ce sont des investissements dans la durée. Et il faut absolument que dans la recherche de la paix, la lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit doit rester impérativement une priorité et ne doit pas être sacrifiée lors des choix politiques. Ça, c'est un message que moi, dans mon rôle de coordinateur résident et coordinatrice humanitaire, que je soulève autant que possible. Chaque petit pas de progrès est important pour les personnes qui sont soumises à ces actes, à ces crimes. Et ça, c'est un soulagement. Mais comme on a entendu aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous reste à faire. Ce qui est intéressant et peut-être unique dans le Centrafrique, et je vais terminer ici, c'est en République centrafricaine, on voit un partenariat entre le gouvernement, les institutions, les Nations Unies, la société civile et la communauté internationale. Et ce partenariat à la fois stratégique, mais aussi opérationnel, est absolument fondamental pour continuer à progresser sur cette question, sur ces défis et cette souffrance, oui, souffrance en République centrafricaine. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question, mais ce sont des points que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je vous remercie de cette opportunité aujourd'hui. On est très content à la MINUSCA de pouvoir participer, d'être à côté de nos collègues de la Cour pénale spéciale et d'être à côté de la société civile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante spéciale adjointe, chère Denise. Je pense que votre mot de conclusion très riche et très réaliste aussi. Je reprendrai peut-être le dernier mot, l'insistance sur le partenariat entre les Nations Unies et le gouvernement, le partenariat entre les institutions centrafricaines, le partenariat entre le gouvernement et la société civile, et au cœur de tout ça, le partenariat et la participation des citoyens à la gouvernance aussi et aux décisions qui les affectent en premier lieu. C'est un bon point de conclusion, notamment pour nos échanges. Donc, merci pour ces dernières paroles. Je tiens à remercier tous les panélistes, mais également les participants à ce séminaire. Apparemment, nous avons eu, d'après les informations qui me communiquaient, pas mal de participants. Un grand merci aussi au Harvard Humanitarian Initiative qui a assuré toute l'organisation technique de ce webinaire, et ce n'est pas une mince chose en plus de leur contribution au débat. Je signale que l'enregistrement de cette session sera disponible sur YouTube ainsi que sur le site internet de l'équipe des experts d'ici peu, et que la série des dialogues virtuels se poursuivra en janvier prochain sur le thème des poursuites judiciaires pour les violences sexuelles liées au conflit et ayant lieu dans un contexte de traite des êtres humains. Vous recevrez des informations complémentaires où elles seront disponibles sur le site de l'équipe des experts et sur les réseaux sociaux. Merci encore à tous les panélistes, aux membres du public, et nous espérons vous retrouver nombreux lors des prochaines sessions des dialogues virtuels. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.